bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir, c'est selon, suivant l'heure. Je m'appelle Marie, comme j'ai été présentée, et je vais vous raconter un petit peu mon parcours de vie et comment je suis arrivée jusque-là. Alors, tout a commencé quand j'étais petite. Je suis l'aînée d'une famille de 2 enfants. Je suis née en 1984, ici en Belgique, à Bruxelles. Et on me voit sur la photo, à côté de ma petite sœur, Caroline. Et c'est l'âge, sur cette photo, l'âge que j'ai, c'est l'âge que j'avais à peu près lorsque j'étais en 3e maternelle à l'école. J'ai eu la chance que mes parents m'inscrivent dans une école à pédagogie active, où dans cette école, il y avait énormément d'expérimentation sur l'apprentissage des enfants. Et donc, en 3e maternelle, nous suivions un cours qui s'appelait Logo. Logo du nom d'un programme informatique qui a été co-inventé par Seymour Papert, un des pionniers de l'intelligence artificielle, et son collègue Wally Fusberg au MIT à l'époque, en 1969. Logo, c'est quoi? C'est un langage informatique, mais dont le but est d'apprendre les bases de la logique du code aux enfants. Comment ils ont fait ça? À travers une tortue robotique. Donc ce que vous voyez à l'écran là, c'est une petite tortue robot qui permet de dessiner au sol. Et en fait, en 3e maternelle, on nous apprenait à mettre des disquettes dans le dos de la tortue et dire « Ok, tu peux avancer de 5, tourne à gauche de 2 ». Et en fait, avec cette tortue, on pouvait créer des dessins au sol sur le tableau blanc qui était en fait tout le sol de la classe. Et puis, arrivé en première primaire, la tortue s'est muée en tortue numérique et puis le sol de la classe, c'est devenu l'écran d'ordinateur. Et en fait, on a continué à apprendre à dessiner avec Logo, notre petite tortue. Et mon meilleur ami Alexandre et moi, on était super fans de cette tortue. Et la salle informatique, pendant toutes les récrés à l'école, elle était ouverte. Et du coup, on allait s'entraîner à travailler un peu avec Logo, notre petite tortue. Et au bout de quelques mois, en fait, on a réussi à faire des super beaux dessins. On masterisait le programme. Et donc, on a fait notre masterpiece à l'époque, qui était un grand robot sur fond étoilé. Et en fait, les profs de l'école, à l'époque, étaient super impressionnés, tellement impressionnés qu'ils nous ont dit qu'ils allaient imprimer notre robot sur tous les tickets de la fête de l'école. Et donc, on a été super fiers parce qu'en fait, c'était la première fois qu'un dessin numérique, plutôt qu'un dessin fait à la main, était imprimé sur les tickets de la fête de l'école. Et puis, j'ai passé mes études secondaires et est venu le moment où j'ai dû choisir mon orientation. Qu'est-ce que je vais faire à l'université ou pour mes études supérieures? Et comme tout le monde, c'est toujours le grand point d'interrogation. OK, quel modèle j'ai eu dans la vie? J'ai vu les maths, les sciences, OK, un peu de géographie, le français, la littérature. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans? Je ne suis pas trop sûre. Hein. Et puis, je me suis souvenue de ma petite histoire de la tortue. Ah ouais, la tortue, c'était chouette. Hein. On utilisait les ordinateurs, on pouvait faire des dessins. Et puis, on termine sur les tickets de la fête de l'école, hein, quand même. Plutôt cool. Donc, je me suis dit, OK, je veux faire informatique. C'est bon, j'ai fait mon choix. Donc, je vais voir ma famille, mes parents, tout le monde, mes amis. Et je dis, OK, moi, je sais, vous savez, moi, je vais faire informatique. Puis, tout le monde me regarde comme ça, en fronçant les sourcils. Mais Marie, t'es sûre de ce que tu dis, en fait? Bah, ouais, je veux faire informatique, quoi. Ouais, mais est-ce que t'es sûre que t'as envie de terminer, comme tous les geeks, là, dans une salle en sous-sol comme Bob, hein, appelons-le Bob, comme Bob, qui en fait passe sa journée à jouer aux jeux vidéo, et puis il fait des formules obscures, là, avec du texte blanc sur un écran noir, et puis tu vas te retrouver la seule femme avec Bob, hein, faut pas oublier, avec tous les Bobs. Tu veux vraiment être avec tous les Bobs? Puis je me suis dit, ouais, peut-être pas, j'ai peut-être pas envie de terminer comme Bob. Hein. Le pauvre, je suis sûr qu'il a fait des trucs super dans sa vie, Bob. Mais je me suis dit, non, pas Bob. Donc j'ai commencé à faire des études un peu plus généralistes. J'étais à l'IEX, dans une école de journalisme, médias et communication. Et je me suis dit, OK, je vais apprendre à travailler avec les médias et la créativité. Donc on travaillait avec le son, l'image, la photo, la vidéo, mais aussi le graphisme, et aussi un petit peu des outils numériques quand même. Et finalement, dès que j'en avais l'occasion et dès que je pouvais faire un projet un peu solo ou en groupe et qu'on pouvait choisir les médias avec lesquels on travaillait, je choisissais toujours le numérique, l'HTML, les softwares, ce genre de choses. Et donc, à l'époque aussi, je suis une grande fan de musique électronique, il faut savoir, et à l'époque, j'étais toujours fan, enfin déjà fan. Je sortais énormément dans des soirées de musique électronique. Et ouais, j'étais un peu plus jeune à l'époque. Et du coup, c'est le moment aussi où s'est opérée une grande transition dans la musique électronique, c'est-à-dire il y a eu ce courant qu'on appelle le VJing, des DJ et des VJ, donc en fait des DJ visuels, quoi, qui commençaient à faire des images synchronisées avec la musique. Et puis ça s'est mué en de véritables spectacles audiovisuels où
c'est pas la musique ou les visuels qui avaient plus d'importance, c'était vraiment le tout, un ensemble synchronisé. Et en fait, ces techniques, elles ont commencé à sortir même des salles de spectacle et les artistes ont commencé à expérimenter avec ces outils numériques pour faire de la projection sur bâtiments, dialoguer avec l'architecture et créer des installations immersives, interactives, multisensorielles. À l'époque, ça m'avait fasciné. Je m'étais dit, OK, j'ai envie d'aller vers ça. Je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Du coup, pour mon projet de fin d'année à l'école, j'ai travaillé en faisant un site web avec un groupe pour un label de musique électronique qui s'appelait Lucily, qui n'existe plus, mais qui existait à l'époque. Et donc, on a travaillé avec Flash, et moi, en fait, je me suis attelée à faire toutes les animations. Donc Flash, c'est ce qui permettait en fait de faire des animations sur Internet à l'époque et de montrer de la vidéo sur les sites web. Ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était l'outil principal. Et donc, j'ai fait plein d'animations en fait, qui étaient synchronisées avec la musique pour toutes les sorties du catalogue. Et puis, mon master de publicité communication en poche, je sors de là. Et là, je dois trouver du boulot. Je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire comme boulot? Tout ce que je sais, en tout cas, c'est ce que je ne veux pas faire. Je n'ai pas envie de travailler ni dans les médias, ni dans la publicité, ni dans la communication. Donc, me voilà bien avancé. Hein. Je commence au point zéro. Du coup, je recommence un master. Alors là, je pars à Londres, à University of the Arts of London, faire un master en médias interactifs. Et là, mes yeux se sont grands ouverts. J'avais plein d'étoiles dans les yeux. Parce qu'en fait, en 1 an de master, j'ai appris plus qu'en 5 années précédentes de master. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait travailler en équipe, de manière multidisciplinaire. On apprenait le code, un peu d'électronique, on apprenait à créer des projets, mais surtout, on nous poussait à faire ce qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire apprendre à apprendre, nous dire, OK, tu sais pas faire ça, tu as envie d'y aller, vas-y, fonce, et essaye de dépasser tes challenges. À tel point que mon projet de fin d'année, c'était un challenge un peu fou, qu'évidemment, on n'a pas totalement réussi, mais bon, c'était le but d'essayer, de créer un environnement complètement immersif que vous voyez à l'image là. C'était en 2008, donc bien avant les cases de réalité virtuelle, où on pouvait superposer des images réelles sur des images virtuelles et essayer de simuler les 5 sens, le toucher, l'odorat, la spatialisation sonore. Alors évidemment, on a réussi quelques trucs, on s'est bien planté, mais l'idée, c'était vraiment d'analyser rétrospectivement là où on s'était planté pour pouvoir mieux recommencer si on allait devoir le faire une prochaine fois. Donc, j'ai terminé mes études et là, j'ai commencé à travailler pour une start-up technologique dans laquelle on créait des installations interactives pour le domaine de l'événementiel et on faisait aussi des objets connectés. Et c'est à cette époque-là que j'ai été invitée à venir donner une conférence dans l'ancêtre du Kik Festival qui s'appelait le WIF, Web Design International Festival, qui avait lieu ici à Namur en 2010, où j'ai rencontré Gilles Basler, qui était cofondateur de cet événement et aussi cofondateur du Kik pour lequel je travaille maintenant. La rencontre était super et en fait, 1 an plus tard, je quittais cette start-up, GetYou, pour rejoindre l'équipe du Kik Festival en tant que programmatrice et aussi coordinatrice de l'événement. Et donc, ça, c'est l'affiche de la première édition, la seconde édition en 2012, lorsque je suis arrivée. Et donc, après, le Kik Festival, pour vous expliquer un peu, c'est un événement multidisciplinaire qui explore les liens entre art, sciences, technologie et société à travers tout un programme de conférences, d'expositions technologiques, d'expositions aussi de projets artistiques à travers toute la ville de Namur, en intérieur et extérieur, mais aussi des performances, des ateliers et énormément d'autres choses que je ne vais pas mentionner ici, on n'aura pas le temps. Et ce festival existe depuis plus de 10 ans. Et en fait, en 10 ans, il a évolué en une sorte de galaxie multidimensionnelle avec énormément de projets qui s'assistent autour de 4 piliers. Les 4 piliers que sont le festival, mais il y a aussi un hub créatif qui fait du développement économique, qui se trouve juste ici de l'autre côté de la Sambre, le TRAC. On fait aussi de la production artistique, de l'éducation pour enfants, et on a aussi un nouveau lieu en haut de la citadelle, le pavillon, qui en fait montre et explore les implications des nouvelles technologies sur la société. L'idée, c'est vraiment d'inspirer le public au travers des technologies, de l'art et de la créativité. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que je travaille pour le Kik Festival. Et en fait, au bout de 10 ans, j'ai un peu fait ce que j'avais appris à l'UNIF, rétrospectivement, retourner dans mon parcours et me dire, OK, où est-ce que j'en suis? J'ai suivi mes passions, j'ai suivi mon intuition, je suis arrivée ici et là, j'ai vraiment trouvé ma voie, je pense. Mais comment ça se fait que j'ai mis autant de temps à trouver ma voie? Et je pense qu'en fait, si on m'avait mis un autre modèle que Bob, là, ici présent, le geekos, techos, qui fait de l'informatique, et que j'avais, dès le début, pu comprendre en fait, que la tortue, là, c'était pas mal, en fait, et que l'informatique, ça permet de faire d'autres choses. Et qu'en fait, un domaine, il est toujours lié à d'autres domaines. Dans la vie, on ne fait pas des maths pour faire des maths. Vous faites des maths
toujours pour essayer d'expliquer autre chose, en fait. Si on m'avait dit que l'informatique, c'était plus que Bob, que j'avais vu d'autres modèles, j'aurais pas autant zigzagué dans ma vie, je pense. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la place des femmes dans les nouvelles technologies et au sein de la société. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes dans l'informatique, actuellement, c'est pas top. Selon une étude de l'Union européenne qui a été faite en 2020, seulement 18% des spécialistes des métiers des technologies de l'information et de la communication sont des femmes. C'est quand même un peu peu. Et donc, pourquoi cet écart, en fait? Cet écart, il est dû en partie par l'autocensure des jeunes filles, en fait, qui s'explique par un phénomène qu'on appelle, il n'y a pas le texte ici, mais que deux chercheurs, Steele et Aronson, appellent la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, en fait, c'est l'effet que peut avoir un stéréotype ou un préjugé sur le groupe cible qui est lui-même victime de ce stéréotype. Donc, en gros, ces personnes-là, qui sont victimes de stéréotypes, vont avoir tendance en fait à avoir de l'anxiété, de l'insécurité, ce qui va avoir une influence sur leurs capacités. Donc en gros, pour vous résumer la situation, si on dit à des femmes « Ok, tu vas pas être, t'es pas faite pour la technologie ou l'informatique », forcément, elles vont pas avoir le courage de dépasser ce stéréotype et de se dire « Ok, je suis capable, en fait, je suis même l'égale des hommes dans ce sujet-là ». Et donc, du coup, est-ce que de tout temps, ces femmes et la technologie étaient minoritaires? Non. En fait, des années 40 aux années 70, on se rend compte que les femmes étaient majoritaires dans ces métiers technologiques, parce qu'on avait besoin d'énormément de femmes pour justement les prémices de la recherche technologique et poser les bases de ce qui allait être l'informatique actuelle. Mais elles étaient aussi majoritaires, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était moins cher d'engager des femmes. Et puis, à la fin des années 70, début des années 1980, c'est l'arrivée des micro-ordinateurs, des personal computers, et l'informatique n'est plus reléguée seulement au domaine de la recherche, ça devient prestigieux de travailler dans l'informatique, parce qu'en fait, les ordinateurs arrivent dans les maisons des gens, et ce qui est synonyme de prestige, de pouvoir, fait qu'en fait, c'est associé à la masculinité, et les hommes se sont remparés de ces métiers. C'est aussi à cette époque-là que le mythe du geek technologique qui joue toute la journée aux jeux vidéo et en fait le hacker qui est dans sa cave et qui a le pouvoir sur le reste du monde, c'est à ce moment-là que ce mythe est né et qu'en fait les femmes ont commencé à décliner au fur et à mesure dans les métiers technologiques. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, moi-même, j'ai été victime de ce stéréotype, le fameux Bob là. Si Bob n'avait pas été là, je pense que ça aurait été un peu plus vite. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut absolument en fait préparer la société de demain, ou en tout cas casser ces stéréotypes pour arrêter que toutes ces femmes et autres personnes soient victimes de ces stéréotypes. Mais comment faire? J'ai identifié 3 pistes. Des rôles modèles, c'est-à-dire montrer des contre-exemples, travailler de manière multidisciplinaire pour vous montrer qu'en fait, l'informatique et les maths, c'est toujours en lien avec autre chose et que ça peut être fun, et aussi apprendre en groupe en construisant des choses avec des méthodes participatives. Du coup, comment je fais ça? À travers ma pratique de tous les jours, je programme par exemple dans le festival des femmes comme Joy, ici, Joy Boilamini, qui est poétesse du code et qui travaille avec l'art et la recherche pour dénoncer des préjugés sexistes et racistes au sein des technologies. Et donc, elle a dénoncé en fait énormément de préjugés dans des systèmes d'intelligence artificielle qui sont développés par les plus grandes boîtes technologiques de la planète. Ou alors, depuis 2019, nous avons co-créé avec des partenaires africains le projet Afrikic, qui met en lumière en fait la créativité numérique africaine du continent africain et de sa diaspora à travers différents projets. Et ça, par exemple, c'est un projet de Précis Numbi qu'on a exposé au festival l'année dernière en 2021. En gros, Précis, il travaille avec les déchets électroniques et informatiques qu'il va récupérer en Afrique dans différentes décharges et casses, et il reconstruit des robots avec ces déchets. Et ces déchets, en fait, ils ne viennent pas du tout d'Afrique, ils viennent de tous les pays riches et principalement les pays occidentaux qui utilisent en fait les pays en développement comme sorte de poubelle pour recycler les déchets. Et donc l'idée, c'est montrer un peu les problématiques technologiques et les imaginaires autour de la technologie du continent africain, mais aussi développer des ateliers extrascolaires, parce que le plus important, c'est surtout de former les nouvelles générations à construire des technologies plus équitables et plus inclusives. Et donc, par exemple, ça, c'est un atelier qu'on a développé avec Guillaume ici, qu'on voit sur la photo, qui s'appelle Robigami, et qui permet à des enfants de construire des petits robots qui réagissent à l'environnement, qui leur permettent d'apprendre les bases de l'informatique. En fait, d'une manière détournée,
on réapplique et on remet au goût du jour ce que Seymour Papert, le fameux cofondateur de la Tortue Logo, faisait déjà à l'époque. Et l'idée, c'est justement de former cette nouvelle génération à créer le monde de demain dans lequel on fait des technologies plus inclusives qui sont le respect de la diversité de la technologie. Pourquoi ? Pour éviter certaines erreurs qu'on fait actuellement qui perpétuent en fait ces stéréotypes au sein de la société. Par exemple, les premiers assistants vocaux qui ne proposaient que des choix de voix féminines et donc qui perpétuent ce stéréotype de la femme qui est en fait l'assistante de direction ou la secrétaire mais n'atteint pas des postes de direction. Ou alors des robinets, des capteurs de robinets dans des lieux publics qui en fait n'ont été testés que sur des personnes qui ont des peaux de couleur assez claire et du coup quand il y a une peau foncée, le capteur il fonctionne pas. Ou alors une certaine console de jeu dont je tairai le nom mais qui commence par X, dont son premier capteur de mouvement en fait ne reconnaissait pas les personnes de peau foncée et de couleur, les premiers casques de réalité virtuelle qui n'étaient pas adaptés à des formes de visage ou de crâne féminins, ou la guerre incessante qui se passe sur la page super-héros de Wikipédia, parce que la plupart des contributeurs Wikipédia sont des hommes, et donc, au fur et à mesure, les héroïnes et les super-héroïnes disparaissent de la page, et puis les activistes féministes doivent chaque fois remettre en fait en lumière les femmes sur cette page, parce qu'elles ne font que disparaître. Et donc, je me dis, en fait, si à l'époque de la Tortue Logo, dans ma classe, on m'avait montré des rôles modèles féminins et qu'on m'avait raconté toutes les histoires de ces femmes qui excellent dans leur métier, que ce soit dans l'ingénierie, la technologie, les sciences, mais aussi des femmes astronautes, je pense que j'aurais trouvé ma voie un peu plus rapidement que tout ce zigzag. Et donc, c'est ce que je m'efforce de faire actuellement, c'est aider les autres à trouver leur voie. Et donc, je vous invite à faire de même. Prenez une photo de cette URL. Ces posters, ils sont disponibles, ils sont libres de droit. Vous pouvez les imprimer et les mettre dans les classes de vos enfants, mais aussi dans les chambres de vos filles, mais aussi de vos petits garçons, pour construire une société moins stéréotypée et changer le monde de demain. Merci beaucoup.